Bah déjà, j'aimerais bien avoir du fric, parce que franchement, je gagne pas très bien ma vie. Enfin, à la fin du mois, j'ai un peu plus qu'un SMIC. Oui. Moi, c'est très compliqué. Déjà, alors que moi, c'est mon mec qui remplit le plus souvent le frigidaire, que je m'achète pas de fringues, et que, les voyages, c'est lui qui paye. Mais alors, nous, on n'est pas dans le 50-50. Parfois, il me le fait un peu remarquer. C'est pas un peu compliqué d'adopter quand on a un couple homo? Non, c'est pas. Ça a été compliqué, ça a même été impossible. Oui, Aussi. je porte des robes. Genre d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours des talons. Et j'aime le travestissement. D'ailleurs, plus que le drag. Je vois qu'ils me reconnaissent et qui après vont me menacer de mort sur les réseaux sociaux. Fait intéressant, j'en ai fait condamner un. Bonjour Pablo Pio-Vivien. Salut Sam. Ça va? Ça va et toi? J'adore ta tenue. Et c'est du vert. Bon, c'est un peu estival, c'est un peu une tenue d'été alors qu'on est en plein hiver, mais c'est pas grave. Mais ça nous met un petit peu de chaleur Exactement. en cette période hivernale, ça fait du bien. Pablo, tu es journaliste, tu es rédacteur en chef de la revue historique Regard et on te voit également intervenir dans de nombreux plateaux de télévision. Tu viens par-ci par-là donner ton avis. Certains te traitent de petit gaucho gay de la télévision française. Tu pourras répondre à toutes ces questions sur le sujet dans quelques instants. Pablo, je suis ravi de te recevoir en interview parce qu'au cours de cette interview, j'aimerais ensemble, avec ma communauté, qu'on arrive à apprendre à mieux connaître l'homme que tu es et pas que l'homme de médias que tu es. Ok ? Deal. Allez, c'est parti. parti. Alors comme ça, tu as une maman peintre et un papa sculpteur. Alors, pas du tout. Ah, ça commence bien. Non, c'est génial parce que je sais très bien où tu es allé chercher cette information. C'est des biographies qui sont... je sais pas d'où elles sortent en fait, mais elles sont sur Internet. Elles sont à disposition des gens. Quand tu tapes Pablo Pio-Vivien biographie, tu tombes là-dessus. Et c'est honnêtement un tissu de n'importe quoi. Parce qu'il y a écrit ça, il y a aussi écrit que genre dans mes ascendants, dans mes aïeux, il y avait des gens qui étaient proches de Louis XIII ou je sais pas quoi, des nobles. Pas du tout. Ce n'est pas du tout le cas. Mes parents sont tous les deux architectes. Donc, Ok. après, on peut dire que c'est des artistes, hein, mais enfin, c'est pas du tout ce qu'il y a écrit dans cette biographie, qui, je crois, est un truc qui est généré automatiquement. Tu sais, c'est des biographies qui sont un peu avec de l'intelligence artificielle, qui prennent plein de données, mais à la fin des fins, c'est vraiment n'importe quoi. Comment t'as grandi, Pablo? Est-ce que t'as des frères et des sœurs? Ouais, j'ai un petit frère et une petite sœur. Mon petit frère, il a 3 ans de moins et ma petite sœur, 7 ans de moins. Et j'ai grandi à Paris, dans un appartement dans le 13e arrondissement de Paris. Et pour ceux qui connaissent, je suis né à Place d'Italie. Et après, j'ai descendu le boulevard Vincent Auriol. Et genre, à l'adolescence, on a emménagé près de la Seine avec mes parents dans du logement social qui venait d'être créé. C'était autour de la Bibliothèque nationale de France. Il y a tout un nouveau quartier. Et donc, j'ai grandi là. J'ai passé là mon adolescence et ma vie de jeune adulte voilà, chez mes parents. Comment tu la vois, cette jeune enfance? Quels sont les souvenirs qui te reviennent aujourd'hui à l'âge adulte? Franchement, c'était une enfance... j'ai pas peur de dire le mot de bourgeois. Donc du coup, une enfance très heureuse qui s'est passée sans accroc. J'étais heureux dans ma famille, j'étais heureux, j'étais bon à l'école, j'avais des amis. Tu vois, tout a avancé, genre vraiment normalement, avec en plus ou peut-être même que c'était la cause en fait de toutes ces facilités en fait. On avait une famille qui avait un peu d'argent, pas énormément, hein, on n'est pas genre non plus des millionnaires, hein, mais il y a un peu d'argent. On allait au cinéma, on allait au théâtre, on allait chercher des livres à la bibliothèque, tu vois. Genre, mais vraiment tout s'est bien passé. Et d'ailleurs, dans une certaine mesure, aujourd'hui j'ai 35 ans et tout se passe encore bien. C'est-à-dire, genre vraiment, j'ai eu une chance pas possible. Après, il y a eu aussi des difficultés. Ma petite sœur, par exemple, elle a plusieurs maladies très graves. Et donc voilà, ça a été des épreuves aussi à surmonter, qu'on surmonte encore. Elle a un diabète de type 1, c'est-à-dire qu'elle ne produit pas d'insuline, donc elle a une pompe et un capteur. Elle doit contrôler tout ce qu'elle mange. Elle fait parfois des hypoglycémies sévères qui peuvent la plonger dans le coma. Et en plus de ça, elle a une sclérose en plaques. Donc ça fait 2 grosses maladies à traiter, à gérer et qu'on gère dans mon cocon familial au quotidien.
Bah, j'allais te demander, tu vois, tu parlais de ton âge, j'allais te demander s'il y avait un mystère autour de ton âge, parce que sur ces fameux sites, t'es jugé avoir entre 25 et 35 ans. Mais bon, voilà, bah, c'est la fourchette haute. C'est la fourchette. Hélas, c'est 35 ans. Je suis né dans les années 80. Je suis né en 89. Bon, c'est la fin des années 80. Et ouais, j'ai 35 ans, hélas. Enfin, Mais tu les fais pas, tes 35 ans. Non, c'est parce que je mets plein de crème. Mais tu fais quoi? C'est quoi tes secrets? Tu fais comme Lindsay Lohan, Christina Aguilera, t'es allé voir un chirurgien, tu t'es fait tirer de partout? Non, pas encore. Pas encore. Et genre, mais peut-être que ça va arriver un jour. C'est vrai, t'es pas contre? Non, pas du tout. Pour moi, enfin, en vrai, je sais pas, tu vois, parce que je me dis, genre, dépenser du fric pour ma gueule, c'est pas le genre de truc qui m'excite le plus. Mais tu préfères dépenser du fric dans quoi? Bah déjà, j'aimerais bien avoir du fric, parce que franchement, je gagne pas très bien ma vie, enfin. Tu vois, genre, juste à la fin du mois, j'ai un peu plus qu'un SMIC. Tu vois, donc du coup, en vivant à Paris, à 35 ans, ça peut être compliqué. Heureusement, j'ai un mec qui gagne un peu plus d'argent que moi. Et mais pourtant, on te voit sur tous les plateaux télé. Oui, mais bah déjà, tous les plateaux télé sont pas rémunérés, très loin de là. Pour rien cacher, il y a qu'avec BFM que j'ai une pige en fait pour mes interventions. Mais sinon le reste non, le reste c'est pas rémunéré, t'es invité. Et dans la tête des autres médias, c'est tu viens et c'est un échange de visibilité. Parce que comme je suis présenté en tant que rédacteur en chef de Regard, ils te disent ça fait de la pub puisque tu viens à la télé ou à la radio au nom de ta revue. Et après, mais j'allais te dire, t'es rédacteur en chef aussi d'une revue. Oui, c'est vrai. Mais là, genre, on roule pas sur l'or dans ma revue. C'est une petite revue indépendante de gauche. On a pas mal d'abonnés. Mais après, il faut la faire vivre. Tu vois, genre, en fait, c'est la revue, c'est plusieurs choses. On a une revue papier. C'est 2 fois par an. Donc c'est à peu près 150 pages de reportages, d'entretiens, d'analyses très axées sur la politique et sur la gauche. Donc ça, les gens s'abonnent, là ils payent, c'est 72 € à l'année. Donc par leur abonnement, en fait, ils nous permettent derrière d'avoir des salaires, mais aussi de payer papier, de payer la poste, de payer l'encre, de payer l'imprimeur, de payer les pigistes, les photographes, les illustrations, les machins. Franchement, ça va très très vite. Et surtout, j'ai vu l'augmentation, moi ça fait 7 ans que je travaille à Regard, j'ai vu l'augmentation du coût du papier. On ne se rend pas compte, mais en fait, le papier, il a augmenté de au moins 50% en 7 ans. Donc, moi, je dois trouver l'argent, en fait, pour payer mon papier, payer l'encre, t'as les salaires, les pigistes, les machins. Franchement, à la fin, on est obligé d'avoir des salaires qui sont plutôt très faibles. Mais on le fait parce qu'on aime cette revue, parce qu'on aime ce qu'on fait et qu'on a l'impression de participer à quelque chose. En l'occurrence, des combats et des luttes et des idéaux. Des idéaux, exactement, qui nous dépassent. Et c'est pour ça qu'on le fait, malgré les conditions matérielles qui sont pas idéales. Et c'est ce qui nous anime pour beaucoup quand on est créatif dans la vie. Mais comme on le dit, on ne travaille pas que pour la gloire non plus. Exactement. Et je te cache pas, Pablo, que ça me surprend que tu me dises que tu touches à peine plus qu'un SMIC. Oui, à la fin, si j'additionne mes différentes prestations, j'ai à peine plus qu'un SMIC. Mais bon, écoute, moi, encore une fois, et je le dis, je le remercie. C'est aussi grâce à mon mec qui, lui, on en avait déjà parlé dans une émission précédente. Germain Louvet, qui est danseur à l'Opéra de Paris. Voilà, il est danseur étoile à l'Opéra, donc il est contractuel de la fonction publique, mais c'est un statut, tu vois, quand même important. Donc lui, il a un salaire qui est plus important que le mien, qui n'est pas non plus mirobolant. Faut pas s'imaginer que parce qu'il est danseur étoile, il va gagner 10 000 € par mois. C'est loin de là. Mais ça nous permet, à deux, d'avoir un train de vie qui nous permet de vivre normalement à Paris. Parce qu'encore une fois, et là, je parle au nom de tous les gens tu vois, qui gagnent le SMIC et qui veulent vivre à Paris ou en proche banlieue parisienne, c'est très compliqué. Oui. Moi, c'est très compliqué. Déjà, alors que moi, c'est mon mec qui remplit le plus souvent le frigidaire, que je m'achète pas de fringues et que, les voyages, c'est lui qui paye. Donc, globalement, moi, c'est vraiment... Je dépense vraiment tout ce qu'il faut juste pour vivre au jour le jour. Et déjà, à la fin du mois, j'arrive, j'ai 0.
je me dis, les gens qui doivent assumer ça seuls, ou alors même qui ont des enfants et qui vivent à Paris avec un SMIC, franchement, c'est pas possible. Et pourtant, t'es toujours looké. Je suis toujours looké, ouais, mais c'est que des fringues de mon mec. C'est vrai. Ouais, et lui, on lui fait des cadeaux, c'est des marques qui lui font des cadeaux, etc. Ou bien, il en achète aussi, mais très très peu. En fait, on n'achète pas de fringues, il reçoit toujours des cadeaux. Donc en fait, le 50-50, c'est pas dans ton couple. Hein. Ah non, pas du tout. Il y a un vrai débat sur le 50-50 au sein des couples. Ah ouais, je sais, mais alors nous, on n'est pas dans le 50-50. Parfois, il me le fait un peu remarquer. Il me dit, ouais, quand même. Et je dis, genre, bon, écoute, c'est comme ça, tu gagnes plus d'argent, donc tu dépenses plus, voilà. Bon, après, le truc, c'est qu'il assume aussi beaucoup de fonctions et de charges dans le quotidien. Il fait la cuisine. Il fait la cuisine, il débarrasse, il fait le ménage. Il fait les lessives. Moi, je fais rien. Ah, ça, c'est moi. Je lance les lessives. Et je les sors et je les mets à sécher. Ça, c'est vrai, c'est plutôt moi qui assume. Mais sinon, le ménage, le machin, c'est lui qui fait tout. Donc, bon. Puis, genre, il répare aussi. Parce que là, ou en tout cas, il s'occupe des réparations. Là, on a un robinet qui fuit. C'est lui qui s'occupe de tout, de A jusqu'à Z. Et toi, tu fais quoi en compensation? Moi, rien. Moi, genre, je lis le journal, je lis des livres et je regarde des séries, voilà. Et ça crée jamais de dispute? Non. Jamais. Non, mais il kiffe. Franchement. Autant utiliser. Il adore organiser la maison, acheter des conneries comme ça, tout organiser, laver. Il est obsédé. Non, mais il y a un truc aussi. Il est obsédé par le ménage. Donc, tu vois, quand on mange, par exemple, le soir, moi, dans ma famille, et moi, quand je suis tout seul, bah, je laisse, tu vois, je mets à la limite, je mets dans l'évier, puis après, je vais me coucher, tu vois. Et le lendemain, je m'en occupe chez la vaisselle. Ah non, lui, genre, le soir, quand il va se coucher, la maison, elle est nickel, il a tout passé, il a passé du pchit-pchit sur la table, à côté de l'évier et tout, tu vois, genre, c'est comme ça. Bah, après, c'est son choix. Moi, je lui dis, genre, non, moi, je pose dans l'évier, après, je vais me coucher. Et lui, il est là, il nettoie tout, et moi, le lendemain, quand j'arrive au petit déjeuner, tout est nickel. C'est un côté princesse ou c'est un côté macho? Princesse. Non, jamais, genre, moi je suis pas macho, enfin, genre, non, moi je m'associe plus à la princesse qu'au macho, tu vois. Non, je sais pas, c'est aussi une façon de vivre, tu vois. Moi je suis la fourmi dans la cigale et je suis la cigale dans la cigale et la fourmi, tu vois, genre, comme ça, je dépense n'importe quoi, je fais n'importe quoi, genre, et puis je verrai demain, tu vois. Très souvent, je me dis dans ma tête, oh bon, je verrai demain ou je verrai tout à l'heure, tu vois, genre, je fais pas attention en permanence à, genre, quand je vais me lever demain matin, comment va être mon salon? Je n'y pense pas. Genre, juste, ça m'intéresse pas. Par contre, si j'ai envie de nettoyer, genre, si tu vois, il y a une merde par terre et genre, ça m'énerve, bah, je vais la frotter. Ça, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais c'est juste si j'ai envie tout de suite qu'il y ait une merde. Je vais pas penser à ce qui va se passer le lendemain. En parlant de ton compagnon Germain, tu as déclaré « Lorsque j'ai rencontré Germain, j'étais contre l'amour. Je trouvais que c'était une invention de la littérature ou du capitalisme dans les pubs Coca-Cola. » Et ça, c'est une interview que tu as accordée à Gala, si je me trompe pas. Pourquoi tu étais contre l'amour? Bah, je sais pas, c'était comme ça dans ma famille, en fait, tu vois, genre, c'était un truc, mes parents, notamment ma mère, tu vois, elle trouvait que, et elle nous le disait en permanence quand on était petits, tu vois, que les histoires d'amour, ça prenait trop de place dans notre imaginaire, c'est-à-dire au cinéma, dans les chansons ou dans les livres. Et elle disait, non, mais il y a d'autres choses importantes, tu vois, par exemple, les luttes, par exemple, les intrigues ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, et c'est vrai, dans une certaine mesure, quand tu regardes un film, par exemple, il y a presque tout le temps une histoire d'amour et au moins une scène de baise au milieu du film. Et même quand c'est un film historique, il faut insérer une histoire d'amour. À Titanic. Exactement. Et donc, du coup, c'est vrai que moi, j'ai grandi avec ça en tête et je me suis dit... et surtout, non, elle disait aussi, ma mère, tu vois, que ça, c'était une façon aussi d'être diverti, c'est-à-dire ça te faisait pas regarder, enfin faire les choses les plus importantes. Par exemple, je te donne un exemple. Nous, dans ma famille, il y a la chose la plus importante au monde, c'est pas l'argent, c'est pas les études, c'est pas tout ce que tu veux, tu vois, c'est la culture. C'est être cultivé, il faut lire les livres, il faut aller voir les films intello, il faut aller au théâtre, etc. Ça, c'est le truc le plus important. Quelqu'un qui est cultivé pour mes parents, enfin, et surtout pour ma mère, je parle beaucoup de ma mère, comme tous les homosexuels, mais la chose la plus importante pour ma mère, tu vois, c'est quelqu'un qui a une grande culture. Donc dans quelques instants, tu vas aller voir Sandrine Kimberlin dans Sarah Bernard au cinéma. Exactement, voilà. Sûrement. Ça va arriver sûrement peut-être ce week-end après le mariage de mes parents. Et donc du coup...
ça, c'était la chose la plus importante. Et donc, du coup, ma mère, elle considérait que tout ce qui se mettait... Ah non, il y a aussi le sport. Il faut avoir... C'est un esprit sain dans un corps sain. Oui. Voilà, c'est ça le truc de ma mère. Et elle disait, l'amour, en fait, c'est un problème, tu vois. C'est un obstacle à aller au cinéma, aller au théâtre, lire des livres et faire du sport. Tu vois, ça vient te divertir, ça vient te sortir de ce cours-là. Enfin, elle exagérait un peu, tu vois, dans la façon dont elle parlait. Mais moi, quand j'avais 20 ans, ben, j'étais persuadé qu'elle avait raison. Je me disais, mais c'est vrai, je voyais autour de moi les gens qui tombaient amoureux, etc., et qui passaient leur temps à y penser, à se mettre en couple, à faire des dates, après à rompre, à pleurer parce que genre ils avaient rompu, et pendant 6 mois, et vas-y que ça pleure, et vas-y que genre je me remets en couple avec la même personne qui genre m'avait brisé le cœur, etc., etc. Alors que moi, genre je traçais ma route, moi genre je lisais des livres, j'allais au théâtre et j'allais au cinéma, tu vois. Bon, jusqu'au jour où j'ai rencontré mon mec dans une soirée, et alors là, j'avoue que tout s'est un peu pété la gueule parce que tous mes certitudes, j'étais vraiment sûr de moi, tu vois, à me dire, genre, je suis très bien comme je suis, j'étais très heureux, etc. Là, tout d'un coup, et d'ailleurs, mes potes, ils n'ont pas compris, hein, genre, et d'ailleurs, mes parents non plus. Quand je leur ai ramené Germain, tu vois, tout le monde était là, genre, t'as ramené un mec genre, Mais t'étais jamais tombé amoureux avant? Non, 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 pas du tout, non. Non, arrête. Non, non, ça m'intéressait pas. T'avais jamais ton cœur qui s'était emballé? Non. Bah, t'avais des relations. Ma bite, oui, mais mon cœur, non, enfin. Voilà, t'avais des relations. Ah, quand j'avais même. des relations sexuelles. Non, mais le désir, c'est quelque chose que je sépare. Ok, tu vois, genre, d'accord. le désir et l'amour. Bien sûr, j'avais du désir, bien sûr, j'avais des relations avec des gens, avec des hommes, avec des femmes. Et genre, mais par contre, la question de l'amour, non. Genre, C'est ça marrant, m'intéressait pas, tu Bah vois. oui, mais genre. tu vois, à contrario, à chaque fois que j'avais une relation avec quelqu'un quand j'étais célibataire, je tombais amoureux. Ben, c'est un autre genre. Ah, mais moi, ça, je vais te dire, moi, par exemple, je vais utiliser des mots un peu crus, mais j'ai jamais baisé. Ouais. Et par contre, je fais toujours l'amour. C'est-à-dire que peu importe la personne avec qui j'étais, même si c'était un soir, bourré en fin de nuit, et genre je l'ai rencontré dans un bar, tu vois, je considère qu'à partir du moment où j'ai passé une nuit avec lui, on faisait l'amour. Mais c'est quoi la différence entre baiser et faire l'amour? Bah, moi, je la vois pas. Pour moi, c'est la même chose. À chaque fois que j'avais une relation intime, on va dire, avec un mec ou avec une femme, je considérais que je faisais l'amour. Alors que je sais qu'il y a des gens qui mettent une grosse différence, tu vois, qui disent non, non, mais elle ou lui, on a baisé, tu vois, mais on n'a surtout pas fait l'amour, tu vois, ça n'a rien à voir avec l'amour. Moi, en gros, à chaque fois que j'étais dans un acte sexuel, je pouvais dire je t'aime. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas. Mais bon, maintenant, j'en ai plus qu'un. Alors c'est marrant parce que tu dissocies désir et amour, Ouais. et en même temps tu associes le mot je t'aime à l'acte sexuel. Exactement. C'est très bizarre. Enfin, mais parce que en fait, c'est pour moi genre l'expression la plus absolue que je peux dire. Tu vois, c'est je t'aime. Parce que c'est un truc qui est un peu tabou en plus. Comme je t'ai dit, voilà, dans ma famille et tout, les trucs de je t'aime, tu disais. C'est pas quelque chose qu'on disait souvent, tu vois. Même si on s'aimait beaucoup et on est tous très proches dans ma famille, on dit pas je t'aime. Et j'ai jamais vu mes parents se dire je t'aime, par exemple, alors qu'ils sont toujours ensemble depuis 40 ans. Et donc du coup, là, je fais c'est un peu de la psychologie, tu vois, mais le fait de relier en fait ces deux choses et au moment de l'acte sexuel, de pouvoir dire je t'aime ou de le vouloir le dire même je t'aime systématiquement. Ça doit avoir quelque chose de transgressif, en fait. Et il y en a qui moi. le disent pendant l'acte sexuel et qui le regrettent après. C'est d'ailleurs pour ça qu'on Exactement. dit qu'il faut jamais prendre en compte un je t'aime au Exactement. début d'une relation, quand il est au début d'une relation, parce qu'il peut y avoir tromperie malgré soi sur la marchandise. Je suis quoi. complètement d'accord. Moi, d'abord, je le disais jamais. C'est pas parce que je le pensais que je le disais, parce que j'avais parfaitement... Je connaissais, en fait, ces différences. En revanche, avec mon mec, avec Germain, on l'a dit très rapidement. Et la première fois, c'était dans ce cas précis-là. Après, la personne l'a regretté, tu vois. Mais bien sûr, c'était pas genre en train de manger dans un restaurant italien au clair de lune. Hein. Enfin, c'était pendant un acte sexuel. Et concernant ta rencontre justement avec Germain Louvet, tu as déclaré le lendemain de notre premier date, nous formions un couple. Ouais. Par contre, vous ne vous accordez pas de gestes tendres en lieu public. C'est ce Ouais. que t'as expliqué. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'ai intégré et pendant longtemps, comme j'étais pas en couple, tu vois, j'en voyais pas tellement la manifestation parce que je m'habille un peu, voilà, je m'habille comme je veux et j'ai jamais vraiment fait très attention au regard des autres dans la rue. J'ai jamais eu vraiment de problème, sauf au moment de la manif pour tous. C'est le seul moment où il y a des espèces de cathos fachos
qui sont venus un peu me bousculer juste parce que j'étais dans la rue habillé comme je suis habillé, c'est-à-dire oui j'ai toujours un peu des talons, genre je marche comme ça en prenant de la place quoi. Et à part à ce moment-là, j'ai jamais eu de problème avec la façon dont je suis habillé. En revanche, je vois que, comme tu l'as dit, les gestes d'affection, c'est-à-dire en gros se tenir la main dans la rue ou se faire un petit bisou sur la bouche, hein, ça, c'est vraiment compliqué pour moi en France. J'y arrive pas, ça me... Mais c'est quoi? C'est le climat? T'as peur d'avoir... Tu ressens un regard sur toi? Tu ressens une certaine pression malgré... Oui, ça doit être ça. Genre, mais je vais te dire, c'est presque pire parce que je pense que c'est quelque chose que j'ai intégré. C'est l'homophobie de la société que j'ai intégré de façon inconsciente. Et donc, je peux le faire, je peux donner la main. Mais je sais qu'en donnant la main, je fais une transgression par rapport à quelque chose que j'ai profondément au fond de moi. Et je sais qu'il ne faut pas que deux hommes se donnent la main, tu vois, genre dans la rue, à Paris. Alors même que lorsque je suis, par exemple, avec une amie dans la rue, je peux parfaitement lui donner la main. J'ai pas de problème. Tu vois, genre, deux hommes, je vais avoir... je sais pas, c'est quelque chose à l'intérieur de moi. Mais tu vois, ça pour moi, c'est vraiment c'est terrible parce que ça veut dire que l'évolution de notre société, parce que notre société évolue, la place des homosexuels, y compris dans l'espace public, évolue. Pourtant, moi, qui ai 35 ans, aujourd'hui, il y a quand même des choses que j'ai intégrées de l'homophobie ordinaire, de l'homophobie quotidienne, qui changent ma façon de réagir dans la rue. Et je trouve ça... Quand je vois mes réactions, j'essaie parfois de me forcer un peu, tu vois. Après, il ne faut pas non plus tu vois, aller contre soi. Mais tu as déjà vécu le rejet, tu as déjà vécu l'homophobie, tu as déjà vécu de la discrimination quand tu étais plus jeune? Non, jamais. Non, j'ai jamais vécu d'homophobie quelle qu'elle soit, mais j'anticipe, tu vois, genre j'anticipe. Mais tu sais, c'est comme parfois... Quand je suis dans la rue la nuit et que je suis tout seul, tu vois, admettons, je rentre de soirée, et que je sais pas, c'est un peu le noir, genre il y a quelques vagues lampadaires, etc. Et là, je me mets à marcher différemment de d'habitude. C'est-à-dire qu'au lieu de marcher, tu vois, genre comme d'habitude, en roulant du cul avec mes petits talons, tu vois, enfin j'exagère, mais... Et ben, je me mets à marcher avec les jambes écartées, avec tu vois, essayer de faire un peu plus mec dans la rue. Franchement, c'est ridicule. En fait, tu adaptes un comportement, tu adaptes une gestuelle, comme si tu anticipais un drame qui pouvait se passer. Est-ce que c'est pas une déformation professionnelle par rapport aussi au métier que tu fais, qui est de commenter de l'actualité, commenter des drames, commenter des faits qui sont parfois très tristes? Tu as tout à fait raison. C'est sûrement exactement d'être en permanence, en fait, peut-être dans ce flow continu de haine et puis on te le met bien dans la gueule aussi à chaque fois sur les plateaux télé. Hein. Exactement, on me le rappelle. Ah voilà. Alors pas forcément sur les plateaux parce que là sur les réseaux, c'est quelque chose que je permettrai pas. Voilà, c'est plutôt sur les réseaux. Les commentaires à mon encontre sont très souvent teintés d'homophobie, notamment lorsqu'ils viennent de l'extrême droite, comme tu l'as rappelé. Je peux t'en lire quelques-uns pour te permettre de réagir. Pablita a le cerveau d'un détraqué, comme il est homo et qu'on ne doit pas faire de discrimination, il est partout et dit n'importe quoi. Affligeant. Ou encore, j'espère que ta famille a honte de toi. Tu verras quand les islamistes seront plus nombreux ce qu'ils feront avec toi. Une crapule, une honte ce mec, un gaucho de mes deux qui soutiendra encore et toujours la racaille. Ça c'est ce qui te suit hein, sur les réseaux sociaux. En permanence. Pablo, Pio, Vivien, on tombe là-dessus. Ouais, c'est... alors, c'est marrant parce que je suis assez détaché finalement vis-à-vis de tous ces commentaires, pour moi qui sont très abstraits, tu vois. Le plus souvent, c'est des pseudos qui ne sont pas reliés à une véritable identité. Alors je sais que c'est quand même quelqu'un à la base qui l'a écrit. Une fois, j'ai été confronté à un petit garçon, hein, il n'y a pas d'autre mot, qui était en 6e, donc il avait 11-12 ans, qui vient me voir dans la rue à la sortie d'un cinéma, j'étais avec des potes, il vient me parler et genre, il vient m'expliquer, mais ça je crois que je te l'ai déjà raconté. Non, je crois pas. Ah non. Donc c'est un petit garçon qui vient et en gros il vient m'expliquer qu'il me suit sur les réseaux. Et il me dit t'es Pablo Pio Vivien? Je lui dis oui. Il me dit ah je te suis sur les réseaux. Il avait l'air tout content. Donc moi je me suis dit bon bah ça va être un petit de gauche. Je sais pas. Je commence à essayer de lui parler avec mes amis et puis je lui demande son nom sur Twitter parce qu'il me dit que c'est sur Twitter. Et donc là je commence à taper son nom qu'il me donne. Puis ça me disait quelque chose. Et là je vais dans messages et là je vois mais
je sais pas, 50 messages en message privé, tu vois, où le petit garçon qui était tout souriant, qui était en train de parler avec mes potes et avec moi, m'insultait sur des bases homophobes, me menaçait de mort, tu vois, disait on va te retrouver, on va te tuer, etc. Et c'était le petit garçon que j'avais en face de moi qui avait 12 ans. Mais parce qu'il t'admirait? Alors, moi, j'étais là, genre, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui en parle? Je dis, ah non, il a 12 ans, je ne vais pas lui en parler. Donc, je suis allé voir les parents qui étaient assis à une table de café juste à côté. Et je les ai confrontés. Et je leur ai dit, excusez-moi, voilà, il y a un problème. Votre fils, votre petit garçon, là, voilà ce qu'il a écrit. Voilà ce qu'il me dit qu'il a écrit. Il m'a donné son pseudo. Et les parents ont regardé, ils étaient hallucinés. Je me souviens du regard de la mère, mais qui était médusée. Le petit revient, la mère prend mon portable, elle le confronte. Elle lui dit, c'est toi qui as écrit ça? Il dit, oui, oui. Enfin, tu vois, il n'a pas nié, il a assumé totalement ce qu'il écrivait. Bon, après, on a échangé le numéro de téléphone avec la mère, et je parle de ça, c'était il y a 3-4 ans, et depuis, elle me dit, le petit garçon a eu des problèmes psy assez graves, de dissociation, etc. Donc maintenant, il est suivi, et il évolue, j'espère, dans un bon sens, enfin même j'en suis sûr, hein, parce qu'elle me raconte, et c'est tant mieux. Mais c'est juste pour te dire, la dissociation en fait que les gens font. C'est-à-dire qu'il y a des gens, je suis sûr parfois que je dois croiser dans le métro, qui doivent me faire un grand sourire et qui après, je vois qu'ils me reconnaissent et qui après vont me menacer de mort sur les réseaux sociaux. Fait intéressant, j'en ai fait condamner un. Parce que avec mon avocat Hugo Partouche, on en a pris quelques-uns, des gens qui me menaçaient de mort de façon explicite et répétée. Parce que c'est ça qui permet de caractériser pour la justice et de faire qu'ils engagent des enquêtes, quand c'est répété et caractérisé. Et donc, il y a plusieurs noms. La justice m'a envoyé plusieurs... tu vois, j'ai le nom, le prénom, la date de naissance et l'adresse. Et la profession de quelques personnes comme ça qui ont été retrouvées. Ils ont demandé à Twitter les adresses, IP, etc. Et il y en a un qui a été condamné, c'était en juin dernier, à 350 € de dommages et intérêts. Donc j'ai reçu, il m'a envoyé un chèque. Moi, je ne savais pas comment ça se passait, tu vois. Et j'ai reçu au mois de septembre, donc j'ai reçu d'abord le rendu du jugement. Donc il a avoué, il a été condamné à 350 €. Et au mois de septembre, j'ai reçu de lui un chèque dans ma boîte aux lettres. Quels étaient les faits reprochés? Menace de mort répétée. Et quel était le profil de cette personne? Eh ben, alors c'est ça qui est drôle, c'est que j'ai reçu 4 noms. Il y a 4 personnes là qui sont un peu... Il y a des enquêtes ou des procès qui sont en cours. Et alors, t'as de tout. Le plus jeune a 19 ans et il vit dans, je sais plus où, dans un village dans le sud-ouest. Et le plus vieux a 79 ans. Et il y a une femme, tu vois. Enfin, je pense que honnêtement, on n'imagine pas la pluralité des gens qu'il y a derrière le même type d'agression, en l'occurrence souvent homophobe. C'est-à-dire, c'est tout et n'importe quoi, tu vois. Genre, c'est pas spécifique, c'est pas une identité, c'est pas que des jeunes blancs néo-nazis de 20 ans, tu vois, qui sont sur les réseaux. Non, non, il y a aussi mamie chez elle à Quimper et je sais pas quoi. Et qui sont vraiment, tu sais, les gens quand ils écrivent sur les réseaux, je pense qu'ils sont pas les mêmes que quand ils sont dans la vie, tu vois. Ils se développent une autre identité, ils sont cachés derrière leur pseudo. Moi, je suis pas contre l'anonymat sur Internet, hein, mais je vois que ça crée des espèces de dissociations à l'intérieur des identités qui parfois vont jusqu'aux menaces de mort. Et là, c'est pas possible. Si t'en es arrivé à faire condamner quelqu'un sur les réseaux sociaux, est-ce que ça signifie que t'en as à un moment donné, ou peut-être que c'est toujours le cas, souffert de toutes ces attaques? Bah non. Honnêtement, j'en ai jamais souffert, mais je sais que d'autres en souffrent. Pour d'autres, et c'est en leur nom aussi, tu vois, que je porte plainte et que j'estime, parce que j'imagine que le monsieur qui a été condamné à me donner 350 € de dommages et intérêts pour menace de mort, j'imagine que j'étais pas le seul qu'il menaçait de mort. Et donc, ou qu'il menacera de mort. Et donc, en le faisant condamner à ce moment-là, eh ben, je lui dis, t'as pas intérêt à recommencer. Parce que là, s'il recommence, c'est une récidive, même contre quelqu'un d'autre, qui en l'espèce pourra souffrir en fait de ces agressions. Je pense j'espère en tout cas qu'il le refera pas. Donc c'est pour ça que je le fais. Mais à titre personnel, non, j'en ai rien à fiche. Les gens peuvent continuer à être des homophobes, racistes,
terroriste et à considérer que je suis un islamo-gauchiste proche des terroristes ou je ne sais pas quel délire ils ont dans leur tête à mon encontre, mais moi j'en ai rien à fiche. Mais c'est facile à assumer cette étiquette de gay gaucho de BFM ou ça te saoule, Pablo Pio-Vivien? Honnêtement, j'aimerais bien être considéré comme autre chose, tu vois, genre que la façon dont tu m'as défini. Après, c'est pas moi qui te définis comme ça. Donc voilà, ce que tu as vu sur les réseaux. Après, je pense que les gens qui pensent ça de moi, ça dit plus d'eux que de moi. Enfin, tu vois, moi je suis pas le gay gaucho de BFM. Enfin, par contre, la personne qui a pensé ça, ça dit beaucoup de qui elle est, de son idéologie et de genre la façon dont elle voit le monde. Si elle range les gens dans des cases, dans ce genre de cases-là, bon. Ben, ça dit quoi? Ça veut dire que c'est un homophobe raciste? Voilà, exactement. Vraisemblablement d'extrême droite. Exactement, vraisemblablement d'extrême droite. Donc bon, ça, et c'est précisément le genre de personne que je combats et dont je combats l'idéologie. J'aimerais qu'on regarde ensemble quelques-uns des posts que tu mets sur les réseaux sociaux. Alors, quand on regarde ton compte Instagram, Pablo Pio-Vivien, jamais on douterait que tu serais un éditorialiste, un journaliste. On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine. Mais l'habit fait-il, Pablo Pio-Vivien? On va commencer avec une première photo de toi, torse nu. Torse nu, bah oui. Enfin, pas torse nu, il y a que la moitié du torse. Tu vois, genre, moitié torse nu. Avec une moumoute Ikea en fausse fourrure en dessous. Très à l'aise avec ton corps, hein, j'ai remarqué sur les réseaux. Très à l'aise. Il y a un petit côté provoque que t'aimes bien. Totalement. En fait, c'est une question que je me suis posée. Quand j'ai commencé à faire de la télé, c'était sur LCI, et il y a des gens vraiment très bien intentionnés qui me disaient bon bah on t'invite en tant que regard, mais putain on est allé voir ton compte Instagram, waouh, t'y vas pas de main morte. Mais c'était gentil hein, de leur part. Vraiment, ça les intriguait parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir ça, d'avoir ce type d'identité numérique présente sur leur plateau, tu vois. Et pendant un temps, je me suis dit, bah, peut-être qu'il faudrait que je mette en privé mon compte Instagram, que je le ferme, hein, c'est pas très grave. Et en fait, je me suis dit non. En fait, globalement, qu'ils aillent tous se faire voir. Enfin, moi, je vais pas cacher, tu vois, que j'aime bien faire ce genre de photos. Je vais pas cacher que, cette façon, en fait, d'être à la limite, à certaines limites de l'acceptable, parce que, genre, quand même, sur les plateaux, je suis censé être sérieux. Je suis même très sérieux et je délivre des paroles très sérieuses, etc. Mais j'essaye toujours de faire un pas de côté. Et mon compte Instagram me permet de faire ce pas de côté, mais aussi la façon dont je m'habille. Parce que genre, sur les plateaux, je suis un des seuls hommes à ne pas être en costume. C'est vrai. Sinon, tous les autres hommes sont en costume. Et moi, je mets les pulls... Alors, je fais attention à la façon, contrairement à ce que certains croient, je fais très attention à la façon dont je m'habille et dont je me présente à la télévision. C'est pensé, hein. Enfin, genre, je vais pas... Je viens, par exemple, jamais... Donc là, je me suis permis, parce qu'on est dans une émission qui est à destination des réseaux sociaux, c'est avec toi, t'es en chaussettes et tout, et je le sais. Et donc, je me suis permis de mettre des manches courtes. Jamais j'ai des manches courtes à la télévision. Genre, je sais pas pourquoi, j'ai décidé que genre c'était pas possible. Et donc j'ai toujours ou bien des pulls à manches longues ou des vestes, etc., mais colorées, avec des t-shirts, des machins. C'est un choix que je fais et je sais ce que ça provoque chez les gens. C'est-à-dire que les gens sont là genre hein, mais pourquoi il n'a pas une cravate, etc. Pourquoi est-ce que il parle de politique alors que il est pas en train de, il a pas un costume gris comme tout le monde, tu vois. Enfin, j'ai aussi du mal avec cette uniformité du costume masculin, alors que je vois chez les femmes notamment une beaucoup plus grande liberté dans les tenues qu'elles arborent parfois. Et hélas, trop souvent, elles sont victimes de sexisme quant à leur tenue. Et en rapport, les hommes, eux, c'est tous les mêmes. Enfin, je veux dire, des costumes un peu plus gris, un peu plus clairs, un peu plus foncés ou je sais pas quoi. Et la cravate, parfois, elle est un peu fantaisie, tu vois. Mais globalement, sinon, ils sont habillés de la même façon. Enfin, et je trouve ça trop triste, tu vois. Genre, moi, je veux pas que la masculinité, tu vois, soit représentée à la télévision par juste des costumes gris, tu vois. Genre, ça m'endort et ça me fatigue. Et, et moi, tu m'as présenté, c'est marrant, tu m'as présenté comme un homme. Tu m'as dit, t'es pas qu'un homme de médias, t'es aussi un homme derrière le média.
Parfois, je me demande si je suis vraiment un homme, tu vois. Enfin, si vraiment, je sais pas, c'est pas comme ça que je me qualifie, tu vois, de premier abord. Mais en vérité, j'en suis un et j'assume d'être un homme avec des codes qui sont pas ceux de mes co-religionnaires qui sont avec moi sur les plateaux, de mes co-débatteurs. J'ai pas les mêmes codes qu'eux. On va parler de la notion du genre dans quelques instants. Deuxième photo issue de ton compte Instagram. Et là, pour le coup, tu n'es pas en costume cravate. Tu es nu comme un verre, de dos, fesses à l'air. T'as conscience que ce type de photo, qu'avec ce type de photo, tu pourrais gagner de l'argent sur Mime OnlyFans. Ouais, peut-être. Écoute, si ça peut me faire gagner du fric, je dis pourquoi pas. Oui, j'ai conscience du caractère provoquant de ce type de photo. Alors, quel est le contexte de cette photo? Pourquoi tu décides de poster cette photo? Alors, le contexte de cette photo, c'est que j'étais figurant danseur dans un opéra, mais ça date d'il y a un peu moins de 10 ans, bon, ça date d'il y a 8 ans. Et ça, c'est à l'Opéra de Paris, dans l'ascenseur de l'Opéra de Paris. Et en fait, mon rôle, c'était dans Iphigénie en Tauride. Et donc, mon rôle était un rôle qui était dénudé. Et donc, en fait, ce que je tiens dans la main, c'est le peignoir que j'utilisais dès que je sortais de scène. On me donnait un peignoir et donc je l'avais. Et donc, il y a un photographe qui venait photographier le spectacle, qui m'a dit « Ah, mais tu veux pas qu'on fasse des photos après, etc. » Et donc là, le monsieur qui est à côté, c'est un autre figurant. Et donc, on a fait cette photo dans l'ascenseur, voilà, pour se marrer. Et moi, ça me fait marrer parce que je la laisse à dessein, exprès sur mon compte Instagram parce que je sais que les fachos qui me détestent, à chaque fois, mais franchement, ils me font mourir de rire. Ils prennent la photo et ils la mettent sur Twitter. Tu vois, ils font une capture d'écran de mon Instagram et ils la mettent sur Twitter quand je parle d'un truc politique, quand je me positionne politiquement. Et ils disent « Ah, du genre... ah, regardez, c'est horrible, on a déniché cette photo, etc. » Mais ils comprennent pas que si je la laisse sur mon Instagram, c'est que j'en suis fier. En fait, au travers de cette photo, ils tentent d'essayer de te décrédibiliser. Exactement. Comme si la nudité pouvait décrédibiliser le propos de quelqu'un. Et non. Et la réponse est non. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui se foutent à poil partout. Enfin, et genre, pour autant, leur parole n'est pas moins importante. Qu'ils écoutent ce que j'ai à dire et qu'ils m'attaquent qu'ils me répondent par des arguments à ce que je dis. Mais genre, m'attaquer sur cette photo, c'est juste, je leur tends une perche et à chaque fois, ils mordent à l'hameçon. Enfin, et moi, en plus, j'en suis d'autant plus. J'en suis fier. Et donc, quand ils la mettent sur Twitter, mais je suis très content. Parfois, je retweet. Tu vois, je me dis, tiens, je vais lui donner un peu de promotion à celui-là pour que tout le monde voit mon cul. Enfin... Tu parlais, Pablo Pio-Vivien, de la question du genre, en disant tu m'as présenté comme un homme journaliste, on va apprendre à découvrir l'homme que tu es dans ton quotidien, et tu me disais, je sais même pas en vrai si je suis moi-même un homme. Moi, je vais te poser la question on va parler du genre au travers du prisme du vêtement. Regarde, c'est une photo que certains pourraient considérer être une photo d'un homme en drague. Ouais. C'est ça? Ouais, plus ou moins, ouais. J'ai des photos encore plus drague que celle-là, mais oui. Après, je suis torse nu, là. Drague, je suis pas sûr que ceux qui font vraiment du drague considèrent que je sois un drague, mais... Tu portes des robes. T'as raison. Aussi. Oui, je porte des robes. Genre, d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours des talons. Et j'aime le travestissement, d'ailleurs, plus que le drague. Moi, je suis pas tellement issu de... Quand je me travestis, je suis pas tellement issu de l'école Drag Race, tu vois. Je suis plutôt issu de l'école Movida Almodovar, tu vois. Genre, c'est plutôt ça mes modèles. Sûrement parce que je suis à moitié espagnol, je pense que ça compte, tu vois. Enfin, mais c'est plutôt ça. J'aime bien cette façon de jouer avec les codes, tout en restant un homme. C'est pour ça que je reviens. Genre, moi, je suis un homme, en fait. Genre, et je vais pas... je ne revendique pas de transidentité. Et je trouve ça très bien que d'autres le revendiquent. Et je les soutiens dans leurs revendications. Mais à titre personnel, je me sens bien dans mon corps. Et c'est juste la question de l'habillement, tu vois. Et d'ailleurs, c'est ça c'est intéressant, je sais pas. Mais... quand je me travestis, par exemple, je mets rarement des artifices sur moi. C'est-à-dire que je mets jamais de faux seins et je mets jamais de perruque.
C'est-à-dire que je garde mes cheveux et je garde genre l'absence de poitrine que j'ai. Donc c'est juste le port du vêtement, en fait. C'est juste le port du vêtement. Donc c'est ça que t'appelles du travestissement. Ouais, mais du coup, je me demande même si c'est du travestissement, tu vois. C'est juste parce que je kiffe des robes. Honnêtement, j'aimerais bien pouvoir mettre des robes au quotidien ou des jupes, et pas uniquement parce que parfois j'entends certains hommes dire « Ah, j'aimerais bien mettre une jupe parce que genre en été c'est plus frais ». Non, non, moi c'est parce que je trouve que les lignes sont belles et que genre j'ai aussi envie de faire partie de cette communauté de gens, en l'occurrence ultra majoritairement des femmes, qui portent des robes, tu vois, mais et en des fait, talons. le problème, est-ce qu'il n'est pas dans la perception? C'est-à-dire qu'un homme qui se dit homme macho, viril, etc., lui, il va voir dans un habillement féminin quelque chose qu'il pourrait jamais porter parce qu'il va y attribuer une perception, plus qu'une connotation féminine. Ouais. Donc il va y avoir un rejet. Toi, tu vois pas ça sur le vêtement? Non, non, pas du tout. Enfin, moi, je vois en fait des lignes qui m'intéressent. Tu vois, par exemple, si je prends l'histoire de la mode depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis 50 ans, tu vois, l'histoire de la mode, excuse-moi, mais elle est beaucoup plus intéressante chez les femmes que chez les hommes, quand tu regardes la haute couture. Je dis pas que je vais porter des robes de haute couture, parce que ça coûte beaucoup trop cher, tu vois, et ça m'est pas accessible. Mais genre, tu vas dans un magasin, tu vas dans n'importe quel magasin, tu vas chez Zara, tu vas dans le rayon femme, tu te dis putain c'est trop stylé, tout est trop beau, j'ai envie de tout acheter, etc. Tu vas dans le rayon homme, tout est noir, tout est classique, tout est noir et blanc et gris. Et genre, t'es là, c'est pas possible. Et du coup, j'ai décidé il n'y a pas très longtemps de dire non mais en fait je vais pas aller dans le rayon homme, je vais aller dans le rayon femme et je vais m'habiller avec les femmes parce que c'est beaucoup plus coloré, les designs, les coupes sont pas les mêmes en fait. Tu as une pluralité de coupes dans les rayons femmes qui sont beaucoup plus larges que chez les hommes où globalement tu as des t-shirts droits, des jeans droits et débrouille-toi, tu vois, genre moi ça m'ennuie et c'est chez tout, hein. Enfin tu vas chez Zara mais tu vas chez Dior et c'est la même chose. Parfois, j'adore aller avenue Montaigne et c'est à Paris, là où il y a toutes les boutiques de luxe là. Et je fais genre, je rentre dans les magasins et je fais genre, je vais acheter des trucs. Bon, je n'ai jamais rien, beaucoup trop cher, tu vois. Faut pas qu'ils aient vu cette interview maintenant, les directeurs de boutique. Mais non, mais ils ont pas le droit de te pas laisser rentrer. Tu vois, j'y vais comme un musée et genre, je vole rien. Hein. Enfin, je regarde et je vois que même dans les grandes maisons. Entre les hommes et les femmes, il y a une énorme différence. Et chez les hommes, je trouve ça triste, tu vois. Parce que il y a une attention particulière, je trouve, des créateurs qui est portée à l'habit féminin, qui aujourd'hui n'est pas la même que dans l'habit masculin. Je pense que c'est en lien avec une forme d'érotisme et avec une forme de vision de la drague et de la relation homme-femme. C'est-à-dire une femme doit être séduisante pour un homme, ouais. Un homme ne doit pas forcément l'être. Mais je pense que c'est inconscient tout ça. Ouais, t'as tout à fait raison. Je crois. Hein. T'as tout à fait raison. C'est tellement inconscient que t'as quand même beaucoup de grands créateurs de mode qui sont des homosexuels, donc qui n'ont pas vraiment de désir, en tout cas sexuel, pour les femmes. Mais en fait, c'est tellement intégré en fait que les femmes, comme tu dis, doivent être sexy, doivent être désirables, etc. Et donc, on va lui faire des habits qui vont dans ce sens-là, que même en tant que créateur de mode homosexuel, ils reproduisent les codes de domination hétéropatriarcale, quoi. Ce qui est quand même très étonnant et un peu paradoxal. Mais t'as raison. Mais donc, du coup, la conclusion, c'est que voilà, maintenant, je m'habille. Ça, c'est une combinaison pour femmes. Ça, ce sont des Doc Martens pour femmes. Et je suis très bien dans ces fringues-là. Je voulais revenir sur ta relation avec ton compagnon et sur une déclaration forte que tu as faite. Tu as déclaré « Nous voulons adopter, nous avons entamé un processus pour obtenir un agrément. Ce désir d'enfant, nous l'avons depuis que nous nous sommes rencontrés il y a 8 ans. » Eh bien... C'est pas un peu compliqué d'adopter quand on a un couple homo ? Non, c'est pas... ça a été compliqué, ça a même été impossible. En gros, avant 2013, avant la loi qui a ouvert le mariage à tous les couples, y compris les couples homosexuels, et qui a permis à des couples homosexuels d'adopter, parce que dans la loi, il y avait le mariage homosexuel et l'adoption. Oui. Ça allait ensemble. Avant cette loi, on ne pouvait pas, mais depuis cette loi, c'est possible. Pendant quelques temps, j'ai pensé aussi, comme toi, que c'était compliqué et que, en gros, parce que la façon dont ça se passe, c'est que tu dois obtenir un agrément. Donc ça, c'est des assistants sociaux, etc., qui sont liés à des départements de l'État ou de la mairie, tu vois. Et donc,
ils sont des assistants sociaux qui font une enquête, entre guillemets, sur le couple ou la personne célibataire, hein, parce que tu peux adopter en tant que personne célibataire, en tant qu'homme ou en tant que femme. Ils regardent genre tes revenus, tu vois, si tu as des revenus un minimum fixe, tu n'as pas besoin de gagner beaucoup d'argent, hein, mais ils regardent, voilà. Ils regardent genre où tu vis, si tu es stable psychologiquement, si ton couple va pas trop mal, etc. Tu dois faire une évaluation chez un psychiatre, tout ça. Et à la fin de ça, tu as un agrément. Donc ça prend, en gros, nous on est dans cette phase-là avec mon copain, ça prend 1 an, en gros, un an et demi. Ouais. Et une fois que tu as l'agrément? Une fois que tu as l'agrément, ben là, tu dois attendre qu'il y ait un enfant à adopter. Et c'est là que ça devient plus compliqué. Parce que là, donc, c'est des espèces de jurys, en gros, qui, lorsqu'il y a un enfant à adopter, le plus souvent, c'est des enfants avec des accouchements sous X. Donc, à la naissance, qui sont abandonnés à la naissance. Né en France? Alors, né dans ton département. Ah, dans ton département? C'est par département. C'est départementalisé. Ah bah, j'apprends quelque chose. Voilà. Donc, quand tu es à Paris, c'est à Paris. Quand tu es en Seine-Saint-Denis, c'est en Seine-Saint-Denis, etc. Donc, il faut attendre qu'il y ait un abandon dans ton département. Après, il reste pendant 2 mois en couveuse pour être bien sûr que la mère ne revienne pas sur son abandon. Et au bout de 2 mois, et un jour, hop, il y a un jury. Donc là, les assistants sociaux présentent 3 dossiers à ce jury. Et ils choisissent un des 3 couples ou une personne, si c'est une personne célibataire. Et là, moi, je me suis dit, ce jury, il doit toujours privilégier les couples hétérosexuels, etc. Et en fait, il y a 2 ans, j'ai un couple d'amis qui, après 5 ans, eux, ils ont fait leur truc dès 2013. Et donc, du coup, en 2022, eh ben, il y a une petite fille, ils ont réussi à adopter une petite fille. Oh, ça a pris 9 ans? Non, parce qu'en fait, j'exagère, parce que le temps, je crois que la loi c'était 2014, ils ont dû se marier en 2015, et ils ont commencé en 2016, tu vois. Donc ça, ils ont adopté en 2022. Donc ça a mis 6 ans. C'est à peu près ça, hein, les temps d'attente, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants à adopter, et dans ton département, et beaucoup de gens qui veulent adopter. La difficulté, la différence en fait entre un couple hétérosexuel et un couple homosexuel, c'est que le couple hétérosexuel, il va pouvoir aller à l'étranger adopter. Parce qu'il y a des pays où il y a des enfants à adopter à l'étranger. Alors, il y en a de moins en moins. C'est de plus en plus compliqué parce que les pays privilégient, et c'est tout à fait normal, les adoptions internes, c'est-à-dire de leur propre pays. Mais c'est encore un peu possible. La difficulté, l'impossibilité pour des couples homosexuels, c'est que la plupart du temps, ces pays sont des pays avec une religion dominante où ils interdisent dans la loi les adoptions par des couples homosexuels. Et donc, en gros, même s'ils ont des enfants adoptés, ils refusent de le donner à des couples homosexuels étrangers, alors qu'ils veulent bien le donner à un couple hétérosexuel. Voilà, c'est la principale différence. Mais par contre, sur le territoire national, on est absolument à égalité. Mais pour te donner un ordre de grandeur, il y a plusieurs centaines à Paris, il y a plusieurs centaines de couples qui ont l'agrément, et il y a à peu près une dizaine d'adoptions par an. D'accord. Voilà. À 0 ans, à la naissance, abandonné à la naissance. C'est à peu près une dizaine. Donc voilà, ça te donne un ordre de grandeur, et c'est pour ça qu'il faut attendre souvent plus de 5 ans. Donc potentiellement, tu deviendras papa vers 40 ans. Voilà, exactement. Merci de rappeler mon âge et de me rappeler que je suis très vieux. Oui, voilà. Après, il y a la GPA, tu vois, qui est aussi une question. Donc ça, c'est la gestation pour autrui, qui est une question qui soulève des problématiques éthiques de l'exploitation du corps de la femme, dans quelle mesure, en tant qu'homme blanc, je vais aller dans un autre pays, parce que c'est interdit en France, donc tu es obligé d'aller dans un autre pays. Tu vas dans un autre pays, en gros, là je vais utiliser le vocabulaire des gens qui sont contre la GPA, pour louer le corps d'une femme pendant 9 mois et pour y mettre un enfant que tu récupères à la naissance. Bon, c'est des problématiques éthiques qui sont complexes, que moi, je n'ai pas encore tout à fait tranché, même si je dois quand même le dire,
j'ai vu des enfants qui sont nés par GPA et j'ai vu aussi des mères porteuses de ces enfants qui sont nés par GPA et qui maintenant vivent en France. Et les mères porteuses, c'était à l'étranger. Et j'ai vu le rapport qu'ils avaient, ces mères porteuses et la famille de l'enfant. Et c'était extraordinaire en fait. Enfin, je veux dire, c'était une relation qui était tout à fait saine, qui, oui, à un moment, cette femme a été rémunérée pour avoir porté l'enfant, mais il n'y avait pas de mécanisme de domination tel que naturellement, tu vois, ou conceptuellement, j'aurais pu imaginer. Je dis pas que c'est le cas. Sûrement, la plupart du temps, les GPA sont le fruit de mécanismes de domination. C'est-à-dire, c'est des hommes occidentaux riches qui vont utiliser le corps de femmes pauvres issus de pays pauvres, tu vois. Donc, je sais que ça, peut-être, je connais pas les chiffres, tu vois, mais peut-être que c'est ça le plus souvent. Mais je pense aussi que une GPA éthique est possible si vraiment on fait attention que la femme ait toutes les garanties, c'est-à-dire pour pouvoir avoir une place dans la grossesse, dans les décisions qui sont prises, et qu'elle ne le fasse pas pour des raisons voilà, qui soient trop compliquées. Même si, en vérité, en disant ça, moi, c'est ça mon gros problème, c'est que genre, qui je suis en fait pour juger les raisons qu'une femme a envie de devenir mère porteuse? Et c'est vraiment compliqué parce que si la femme me dit « ouais, j'ai pas de fric, je viens d'un pays où le salaire moyen c'est 100 € et toi tu vas me donner, je sais pas, 60 000 € pour porter un enfant, bah moi je vais te le porter l'enfant. » Et qui je suis pour juger le souhait de cette femme? Après, moi, je peux dire, bah non, moi, en fait, je veux pas participer à cette histoire. Et je comprends les gens qui veulent pas participer à cette histoire. Mais qu'elle le fasse pour des raisons pécuniaires, pour des raisons financières, je sais pas. C'est... Je veux pas me mettre à sa place et me mettre à dire bah non mais elle a tort, en fait elle est victime d'une société capitaliste, etc., etc. Je suis pas capable de faire ça. Mais à vrai dire c'est la même chose pour les femmes prostituées. C'est-à-dire que moi une femme qui me dit je suis prostituée, je fais ce que je veux avec mon corps et je suis heureuse de le faire. Qui je suis pour dire genre bah non ma pauvre en fait c'est la société capitaliste. Donc c'est pour ça que moi je suis plutôt du côté des prostituées, tu vois. Enfin, je sais que le lien est un peu bizarroïde mais il est lié au corps et il y a quelque chose de très intime, c'est pour ça que je fais le lien. Alors même que tu vois, moi, dans mon entourage, à gauche, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment farouchement contre la GPA et il y a beaucoup de gens qui sont ce qu'on appelle des abolitionnistes, c'est-à-dire qui sont pour interdire rigoureusement le travail du sexe. Bah moi, je les combats. Moi, je suis pas d'accord avec eux, et notamment sur le travail du sexe. Tu vois, j'estime que si une femme dit j'ai envie d'être prostituée, bah, il faut lui donner la possibilité d'avoir un cadre légal pour être prostituée. Même chose pour la GPA. Si une femme a envie d'aider, enfin j'allais dire d'aider, non, mais même de louer, on peut même utiliser ce mot. Si elle a envie de porter un enfant contre une rémunération, je trouve ça compliqué de l'interdire. Mais bon, après, tout ça, je ne suis même pas sûr tellement des arguments que je dis. Je réfléchis encore et j'écoute. Je vois genre tous les beaux enfants en fait, qui sont nés de GPA et que je connais autour de moi et les mères porteuses heureuses qui ont aussi porté ces enfants. Donc je me dis, si ça crée du bonheur partout... Pourquoi est-ce que moi aussi, je ne ferais pas ça? Bon, voilà. Bon, c'est des réflexions qui sont en cours avec mon copain Germain. On n'a toujours pas tranché. Eh ben merci, Pablo Pillo-Vivien, pour cette interview. On te Merci retrouve sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Pablo Pillo-Vivien. Tout simplement, de toute façon, il apparaît à l'écran. Et on te suit au travers du magazine Regard, qui est disponible en digital et 2 fois par an en print également. Tu es rédacteur en chef de ce magazine Regard. Merci Pablo, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement avec une nouvelle personnalité en interview chez Zira. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Bye bye.